Chagid. Salam alaikum. Donc, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire concernant bien sûr l'AVC et ses séquelles, quelle rééducation. L'objectif est de parler un petit peu des problématiques en lien avec l'AVC. Et ceci va se faire avec la présence de professeur Adeli et de ce professeur Moujati, professeur en neurologie et professeur en neurochirurgie, et moi-même pour essayer de discuter un petit peu de la rééducation qui convient à des personnes qui présentent des séquelles, notamment d'AVC. Alors, il est vrai que ces personnes présentent parfois des séquelles qui sont irrémédiables. Comment peut-on faire et quelle rééducation va-t-on leur apporter? Donc, on va tout de suite donner la parole à professeur Njaté qui va nous faire une première présentation et qui va nous permettre justement de comprendre et d'affiner un petit peu nos connaissances concernant l'AVC et ses séquelles particulièrement. Professeur Njaté, je vous donne la parole. D'accord, merci Dr Chagid. Donc, ravi d'être là parmi vous pour en parler d'un problème quotidien qu'on voit chaque jour, soit en service de neurochirurgie, soit bien sûr au service de neurologie. C'est une pathologie qui continue à être de plus en plus fréquente dans notre contexte, vu bien sûr la fréquence de l'hypertension artérielle, la fréquence bien sûr des diabètes qui représente une cause très importante bien sûr pour la survenue de ces accidents vasculaires cérébraux. Donc moi, je veux parler des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques qui peuvent parfois être sujets à une intervention neurochirurgicale. Et ma collègue professeur El Adeli va en parler bien sûr des accidents vasculaires cérébraux ischémiques. Donc, on va vous donner bien sûr un aperçu à propos des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques, tout en commençant bien sûr par une petite définition. Bien sûr, comme vous savez que l'accident vasculaire cérébral hémorragique, c'est un saignement intracérébral qui est secondaire à une rupture d'un vaisseau au sein de parenchyme cérébral. Ce sont bien sûr par rapport aux accidents vasculaires cérébraux ischémiques, ils sont moins fréquents, à peu près 15 à 20% des cas. L'incidence, il augmente avec l'âge, avec bien sûr l'état associé, surtout comme j'ai déjà dit, l'hypertension artérielle et le diabète. Malgré les progrès de la prise en charge de ces patients, ce fléau qui est l'accident vasculaire cérébral hémorragique, ça pose encore un problème de la santé publique, un problème bien sûr de prise en charge et un problème de réinsertion de ces patients, surtout bien sûr qu'il peut être crevé de séquelles et bien sûr on va avoir le rôle bien sûr de rééducateur dans la prise en charge de ces séquelles. Donc, parfois, cet accident vasculaire cérébral, il peut concerner un territoire particulier au niveau cérébral, comme il peut être bien sûr multiple, aussi bien au niveau des hémisphères cérébraux, aussi bien au niveau de cervelet, et en particulier le tronc cérébral qui constitue un danger très important pour le patient et qui peut mettre en jeu le pronostic vital et qui peut monter la mortalité jusqu'à 65% des cas. Donc, voilà un schéma général. C'est quoi l'accident vasculaire cérébral? C'est un hématome spontané intracérébral, secondaire bien sûr à une rupture d'un vaisseau et qui peut bien sûr soit constituer un hématome qui est collecté au sein de parenchyme cérébral, comme il peut être bien sûr diffus, peut intéresser tous les territoires des artères cérébrales, comme il peut bien sûr avoir une suffusion hémorragique au niveau intraventriculaire, avec bien sûr les conséquences qui est l'hypertension intracrânienne qui peut mettre en jeu le pronostic fonctionnel et vital de patient. Donc, parmi les causes principales, comme on a dit, donc, il y a l'hypertension artérielle qui vient dans un premier plan, dans 60% des cas, associée parfois, bien sûr, chez des malades qui ont une pathologie particulière qui prend un traitement particulier qui est les anticoagulants, qui peut être encore une cause de ce saignement. Comme on peut avoir bien sûr certaines pathologies neurochirurgicales qui bien sûr se rassemblent en une unité particulière qui s'appelle les malformations vasculaires cérébrales, à type bien sûr d'anévrisme, à type bien sûr des malformations artérioveineuses proprement dit. À côté de ça, bien sûr, il y a des facteurs de risque comme le tabac, l'abus d'alcool, l'obésité et bien sûr le diabète.
Donc, la symptomatologie clinique, on sait qu'elle concerne cliniquement ces accidents vasculaires cérébrales hémorragiques peut être révélée par plusieurs tableaux cliniques selon, bien sûr, la localisation de l'hématome. Donc, le malade, il peut effectivement installer un tableau clinique qui peut s'installer soit de façon brutale, le plus souvent, soit de façon progressive. Donc, ce tableau aigu, il peut être associé à des troubles de la conscience ou bien à un déficit neurologique d'installation brutale, soit d'un hémicorps, soit de côté gauche, soit de côté droit. Comme, et bien sûr, il peut être associé à des signes d'hypertension intracrânienne, les céphalées très intenses, les vomissements, voire même des troubles de l'acuité visuelle. Comme on peut avoir, bien sûr, des troubles de la marche si, par exemple, l'hématome il siège au niveau de la fosse cérébrale postérieure, ou bien, bien sûr, des troubles de langage, voire même une démence. Donc, cliniquement, parfois, c'est très difficile. Donc, ça va être confirmé par ma collègue professeur Al-Adli. C'est difficile, bien sûr, de faire la part entre AVC ischémique et AVC hémorragique sur le plan clinique. D'accord? Mais, comme j'ai déjà dit, parfois, on peut se baser sur surtout les signes d'hypertension intracrânienne ou bien sur le tableau clinique qui est dramatique, plutôt en ce qui concerne les accidents vasculaires cérébrales hémorragiques, plus que les accidents vasculaires cérébrales ischémiques. Diapo, s'il vous plaît. Donc, à côté de la clinique, chaque fois qu'on suspecte un accident vasculaire cérébral hémorragique, bien sûr, le diagnostic est basé sur l'imagerie, en particulier la tomodensitométrie cérébrale ou bien le scanner cérébral, qui permet bien sûr de déterminer la localisation de l'hématome, son étendue et bien sûr ses rapports avec les structures cérébrales en regard. D'accord? Donc, ce scanner, il nous permet bien sûr de nous dire les signes associés, surtout s'il y a une suffusion hémorragique au niveau du ventricule, un œdème cérébral ou bien parfois cet hématome peut gêner la circulation du liquide cérébrospinal au niveau intracérébral. Il peut causer bien sûr une hydrocéphalie. Dans le tableau clinique, peut être surajouté au tableau clinique de l'hématome intracérébral, il peut aggraver la situation clinique. Parfois, bien sûr, mais c'est rare, on peut avoir bien sûr un hématome intracérébral, c'est un accident vasculaire cérébral hémorragique révélé par une épilepsie qui peut être inaugurale de cet hématome. D'accord? En plus, bien sûr, la localisation de l'hématome, ça peut nous orienter bien sûr vers l'éventuelle étiologie, tout en sachant bien sûr que chaque fois que l'hématome est profond au niveau thalamique ou bien au niveau capsulothalamique, c'est plutôt en faveur d'un hématome sur hypertension artérielle ou bien sur diabète. Chaque fois que l'hématome est périphérique, il est lobaire, à ce moment-là, on peut poser la question s'il ne s'agit pas, bien sûr, d'une malformation vasculaire qui a causé, bien sûr, cet hématome. Diapo, s'il vous plaît. Donc, vous voyez ici un scanner cérébral en coupe axiale qui objective bien sûr une lésion qui est spontanément hyperdense, profondément localisée au niveau de parenchyme cérébral. Et comme on a dit l'autre fois, l'hématome peut être localisé dans n'importe quelle région, c'est-à-dire l'accident vasculaire cérébral hémorragique, il peut concerner n'importe quelle région au niveau de l'encéphale, soit au niveau des hémisphères cérébraux, droit ou gauche, soit bien sûr au niveau de la fosse cérébrale postérieure, soit au niveau de tronc cérébral. Et vous voyez bien sûr que le pronostic de patient, il dépend surtout de la localisation de l'hématome, il dépend bien sûr du volume de l'hématome. D'accord? Diapo, s'il vous plaît. Donc, le traitement. Donc, le traitement, c'est variable. C'est variable, bien sûr, selon le tableau clinique, selon, bien sûr, l'âge de patient, l'état associé et surtout le volume de l'hématome. Et bien sûr, les signes associés. Donc, généralement, chaque fois qu'il y a un hématome profond, généralement, c'est surtout la surveillance. Donc, on se base surtout sur le traitement médical avec, bien sûr, la place de la rééducation. Parfois, si l'hématome est périphérique, il exerce un effet de masse très important. L'état clinique de patient me permet, à ce moment-là, bien sûr, la chirurgie s'avère nécessaire pour évacuer l'hématome, diminue bien sûr l'hypertension intracrânienne, diminue l'effet de masse et bien sûr espérer bien sûr une amélioration de l'état clinique de patient. Donc, chaque fois qu'on suspecte, bien sûr, un accident vasculaire cérébral hémorragique, il est impératif, bien sûr, d'orienter le malade vers le centre spécialisé afin d'être diagnostiqué le plus tôt possible et afin, bien sûr, d'instaurer le traitement médical ou bien médico-chirurgical qui est, bien sûr, adéquat pour le patient afin, bien sûr, d'éviter l'aggravation secondaire ou bien d'éviter carrément l'installation des séquelles qui peuvent être lourdes et qui nécessitent, bien sûr, une prise en charge
particulier et au long cours. Donc, comme j'ai déjà dit, donc, le traitement, il dépend essentiellement de tableau clinique, il dépend de l'âge de patient, bien sûr, l'état associé, il dépend bien sûr de la localisation et de la taille de l'hématome intracérébral au niveau, soit au niveau hémisphérique, soit au niveau, bien sûr, de la fosse cérébrale postérieure ou bien au niveau des noyaux gris centraux, c'est-à-dire au niveau capsule thalamique. D'accord. Donc, parfois, bien sûr, la chirurgie s'avère nécessaire si, par exemple, devant un hématome intracérébral, on voit que le patient il est en train de s'aggraver, l'hématome il est en train d'augmenter de volume. À ce moment-là, intervenir soit pour évacuer, soit au moins pour faire un volet décompressif pour soulager le patient et éviter, bien sûr, le décès par l'hypertension intracrânienne, entre parenthèses, maligne. Diapo, s'il vous plaît. Donc, comme j'ai déjà dit, l'accident vasculaire cérébral hémorragique, il peut s'associer, ou souvent, bien sûr, il peut s'associer, bien sûr, des séquelles neurologiques, surtout un accident vasculaire, un déficit neurologique qui peut être parfois permanent, ou bien sûr, des troubles de langage. Et c'est dire l'intérêt, bien sûr, de l'équipe paramédicale, surtout bien sûr de la kinésithérapie dans la prise en charge de ces malades, de l'accompagnement bien sûr de ces malades, afin d'éviter certaines séquelles, surtout l'ankylose, afin d'éviter bien sûr les troubles trophiques, également les escarres, afin d'éviter les complications thromboemboliques. C'est-à-dire l'intérêt, c'est-à-dire la place importante et prépondérante, bien sûr, au couple kinésithérapeute dans ce type de pathologie, afin, bien sûr, d'accompagner le malade, afin de le rééduquer et d'éviter, bien sûr, l'installation de ces complications. Et tout en essayant, bien sûr, chaque fois qu'on rééduque, on espère toujours que le malade, bien sûr, revoit, bien sûr, sa qualité de vie s'améliorer, revoit, bien sûr, devenir autonome dans la vie sociétale. Donc, en conclusion, on peut dire que les accidents vasculaires cérébrales hémorragiques sont en urgence vitale. Donc, les premiers soins sont cruciaux. Le décès n'est plus une fatalité et malgré de nombreux inconnus, une prise en charge adaptée améliore bien sûr la survie et la qualité de survie de ces patients. Une collaboration s'avère nécessaire parce que ce sont des malades qui nécessitent bien sûr une prise en charge multidisciplinaire. Donc, à côté de neurochirurgien, bien sûr, il y a le réanimateur, il y a le cardiologue, il y a l'endocrinologue, bien sûr le neurologue et il y a bien sûr la place prépondérante, bien sûr, de l'équipe paramédicale, en particulier, bien sûr, les kinésithérapeutes, pour accompagner ces malades. Donc, malgré ça, malgré le progrès de la médecine, l'accident vasculaire cérébral hémorragique constitue à poser de problèmes surtout de prise en charge, surtout de problèmes de prise en charge, et surtout que ces accidents vasculaires surviennent chez un sujet âgé, c'est un sujet qui est multitaré, donc c'est dire l'intérêt bien sûr d'un diagnostic précoce, c'est dire l'intérêt bien sûr d'une prise en charge des facteurs de risque, c'est dire l'intérêt bien sûr d'une surveillance particulière de l'hypertension artérielle, de diabète, pour éviter bien sûr la survenue de ces accidents vasculaires cérébraux et pour éviter bien sûr l'installation des séquelles qui peut être lourde pour le patient ainsi que pour la famille bien sûr qui accompagne ces patients. Je vous remercie. Il faut activer le micro, docteur Sergi. Voilà, je disais, professeur Mjaté, merci beaucoup pour cette présentation qui nous permet de mieux comprendre un petit peu les AVC, puisqu'il y en a plusieurs, et leurs séquelles, et notamment leur prise en charge. Alors, je vais passer tout de suite la parole à professeur Adali pour qu'elle nous précise peut-être d'autres éléments, comme notamment les AVC de type ischémique, peut-être. Merci, docteur Sergi. À moi de vous remercier personnellement et à travers vous, les HEPS et l'AMFC, de nous avoir invités à cette table ronde, moi-même, professeur Adeli, professeur Mjaté et vous-même, pour discuter de l'AVC en général et de ses séquelles surtout, la rééducation, qui vous intéresse spécialement. Donc, sans trop retourner sur ce qu'a présenté le professeur Mjaté en ce qui concerne les AVC hémorragiques, effectivement, les AVC en général, si on prend les statistiques françaises,
sont la première cause d'handicap moteur en France et la première cause de démence aussi, secondaire, hein, pas dégénérative. Et donc, il y a des séquelles déjà de par cette constatation. Donc, sur le plan clinique, un AVC ischémique, comme a bien dit le professeur Loujaté, ne se différencie pas sur le plan clinique, éventuellement d'un AVC hémorragique sur le plan neurologique. Ça peut être manifesté, je ne sais pas pour les gens qui nous suivent, par un déficit moteur, une hémiplégie, une hémiparésie, un déficit visuel, une suspension de la parole, des signes cérébelleux ou orientant vers le tronc cérébral en cas d'AVC du tronc cérébral ou de la fosse cérébrale postérieure en général. Et donc, les signes cliniques, ils sont pareils. Mais c'est un tableau qui est aigu, brutal. Le malade, il est capable de vous décrire l'instant même où il a constaté le déficit. Après, le rôle du médecin, c'est bien sûr de faire l'examen neurologique, de penser, vu la clinique à un AVC probablement, et de demander une imagerie qui va confirmer la présence, dans le cadre de l'AVC ischémique, au lieu d'une hyperdensité, d'une hypodensité cérébrale qui est systématisée à un territoire artériel. Comme l'AVC hémorragique, l'AVC ischémique, les signes neurologiques, ils résultent de l'arrêt de la vascularisation d'un territoire artériel. Cet arrêt, s'il est permanent, brutal et prolongé dans la durée, il va donner plus ou moins des séquelles permanentes. Donc, que ce soit par rupture d'un vaisseau ou par thrombose d'un vaisseau, donc le résultat est le même. Si on dépasse une certaine durée, il y a l'installation de séquelles, parfois irréversibles dans certaines fonctions. Et donc, on fait le diagnostic positif sur le scanner en général aux urgences, mieux encore sur une IRM, imagerie par résonance magnétique cérébrale. On fait le bilan selon l'orientation clinique. En général, pour l'AVC ischémique, on demande un bilan cardio, un électrocardiogramme, une échographie cardiaque et une échodoppler des vaisseaux du cou. On demande un bilan biologique, notamment un bilan lipidique, une glycémie à jeun, et on cherche dans la limite du possible une origine, une cause à cet AVC ischémique. Il ne suffit pas de porter le diagnostic positif de l'AVC ischémique, il faut faire un diagnostic étiologique. Pourquoi ce malade, il a thrombosé une artère? Et donc, une fois on fait le diagnostic étiologique aussi, on démarre un traitement. Il y a effectivement, si on veut 3 ou 4 volets de traitement, il y a le traitement médical, il y a le traitement chirurgical, il y a tout ce qui est volet rééducation, orthophonie, etc. Donc, volet traitement, moi, ce volet, personnellement, je le mets sur le volet rééducation. Pour moi, en tant que neurologue, il fait partie du traitement médical, ça c'est sûr. On démarre la rééducation en même temps que le traitement médical chez nos patients. Ça doit être le cas. En tout cas, le traitement médical spécifique d'un AVC ischémique, c'est la thrombolyse actuellement ou la thrombectomie. Si on a un centre spécialisé en neurovasculaire, ça veut dire une équipe spécialisée qui peut injecter dans une certaine durée, parce qu'il y a la limite du temps, dans les 4h30 jusqu'à 6h, un produit qui va recanaliser, qui va donner une thrombolyse de cette thrombose de l'artère. Si on ne réussit pas, on peut passer à la thrombectomie par les radiologues et la radiologie interventionnelle dans ce cas-là, par les neurochirurgiens aussi. Et en cas de séquelles, en cas d'AVC massif, on peut faire des volets comme on l'a toujours fait avec l'équipe de neurochirurgie, des volets décompressifs, mais ça c'est pour sauver la vie, pas pour récupérer une fonction d'un malade. Et puis, on donne un traitement selon étiologique. Donc, ça, c'est le traitement spécifique. Il y a les traitements étiologiques. Si on a une cardiopathie emboligène, on va donner des traitements anticoagulants. Si on a une neurosyphilis, par exemple, on va donner de la pénicillinothérapie ou une antibiothérapie, etc. C'est selon l'orientation étiologique. Et puis, il y a tout le volet que j'appelle, moi, primordial, qui commence déjà à la phase aiguë de rééducation.
rééducation motrice, fonctionnelle, en cas de déficit moteur, rééducation orthophonique, en cas d'aphasie ou de dysarthrie, rééducation des troubles de déglutition aussi, parce que c'est vital pour un malade en phase aiguë, et on a tout ce qui est psychomotricité aussi pour tout ce qui est séquelles cognitives et qui commence déjà à se faire sentir en phase aiguë, notamment tout ce qui est héminégligence parfois, si on, en cas d'accident vasculaire cérébral ischémique droit chez un droitier par exemple. Donc on doit le dépister et on doit l'avoir à l'esprit pour le traiter par la suite. Et puis le volet préventif, et la prévention passe par éviter la récidive d'un AVC. Un patient peut sortir indemne d'un accident vasculaire cérébral ischémique. L'adage dit que sur le plan pronostic, il y a un tiers des patients qui vont récupérer, un tiers qui vont garder des séquelles, et un tiers malheureusement qui vont décéder à la phase aiguë d'un AVC. Et donc le pronostic est assez péjoratif. Et si on ne trouve pas d'étiologie, le patient risque de récidiver. Et s'il s'en sort indemne d'un déficit moteur cette fois-ci, probablement le prochain AVC, il ne va pas sortir sans séquelles. Donc, l'intérêt, effectivement, de démarrer le plus tôt possible la rééducation sur tous les plans, de tous les déficits qu'on constate, et puis, à chaque fois que c'est possible, de se réunir en concertation pour discuter l'avancement, l'amélioration des symptômes selon le planning établi par le kinésithérapeute, par le médecin, etc. C'est important de discuter en concertation pluridisciplinaire et de prévoir un projet pour ce patient à court terme, à moyen terme et à long terme. Chose malheureusement qui ne se fait pas d'une manière systématique chez nous, qui doit s'instaurer chez nous, et notamment avec l'installation. Je pense que les équipes de neurovasculaire doivent rapidement être installées dans tous les CHU du Maroc parce que ça améliore effectivement la prise en charge et cette pluridisciplinarité en ce qui concerne les AVC ischémiques. Et je vous remercie pour ne pas être plus longue que ça. Je cède la parole à Dr Sajid pour la suite. Merci, professeur Adali, de cette présentation. Donc, on y voit un peu plus clair déjà sur l'AVC et sur les traitements qui peuvent se faire. Alors, tout de suite, avant de passer à la rééducation et à la prise en charge rééducative justement de l'AVC et de ses séquelles, j'ai une question qui arrive de nos participants. Il y en a un participant qui nous dit « Est-ce que les crises d'épilepsie peuvent être une annonce d'un AVC ?» Professeur Adali? Oui, les crises d'épilepsie, oui, effectivement. Mais ce n'est pas le seul signe. Finalement, une crise d'épilepsie isolée, ce n'est pas toujours un AVC. Mais une crise d'épilepsie associée à un autre type de déficit, oui. Effectivement, je ne sais pas si le professeur Mejaté, il a une autre réponse. Oui, donc effectivement, les crises d'épilepsie, ce n'est pas bien sûr un symptôme révélateur le plus souvent des accidents vasculaires cérébraux, soit ischémiques, soit hémorragiques, mais effectivement, parfois, soit l'AVC ischémique, soit l'AVC hémorragique, surtout si on a un hématome qui est cortical, ça peut être révélé effectivement par une épilepsie, mais c'est très rare, c'est très rare. Ce n'est pas au premier plan. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a une prise en charge particulière, notamment lorsque justement il y a des personnes qui sont touchées par l'épilepsie et puis qui provoquent un AVC? Est-ce qu'il y a un traitement particulier à ces gens-là? Traitement particulier, pardon, je n'ai pas bien saisi. Le traitement, la particularité justement de ces AVC qui ont un facteur épileptique, est-ce qu'il y a une prise en charge particulière? En tout cas, comme a dit le professeur Al-Mujate, si un AVC ischémique se manifeste par une crise épileptique et que ça récidive, c'est qu'on passe à une épilepsie vasculaire, comme on l'appelle épilepsie vasculaire. Et c'est une des séquelles connues de l'AVC, qu'il soit ischémique ou hémorragique. Effectivement, comme a dit le professeur Al-Mujate, avec une atteinte du cortex cérébral. C'est le cortex cérébral qui nous donne les crises d'épilepsie. Et donc, si on étiquette ça comme étant une maladie, une épilepsie maladie, ce n'est pas une crise. On ne traite jamais une crise épileptique. On traite une crise épileptique avec un facteur de récidive ou des crises épileptiques récidivantes.
Et donc, on peut effectivement donner un traitement antiépileptique pour arrêter les crises, pour que le malade ne tombe pas dans l'urgence vitale qui est l'état de mal épileptique qui va nécessiter un jour ou l'autre une intubation ou une hospitalisation en réanimation. Très bien, parfait. Professeur Mjati? D'accord, donc j'ajoute, si Madame Adeli le permet, donc chaque fois, bien sûr, qu'il y a une épilepsie, donc sur accident vasculaire cérébral, soit ischémique, soit hémorragique, il faut effectivement chercher, est-ce que vraiment c'est l'accident vasculaire cérébral hémorragique ou bien ischémique qui a causé l'épilepsie. Donc, un EEG s'avère nécessaire. Est-ce que le foyer ischémie ou bien le foyer là où il y a l'hématome, c'est lui bien sûr qui donne cette ischémie. Si on trouve une relation causale, à ce moment-là, effectivement, le traitement médical il est toujours de mise. Ici, par exemple, bien sûr, le traitement médical devient insuffisant ou bien l'épilepsie est rebelle. À ce moment-là, toujours, on peut penser bien sûr à un acte chirurgical pour enlever bien sûr la lésion qui est épileptogène. Très bien. Eh ben, je pense que c'est encore plus clair. Donc, j'ai des questions qui arrivent au fur et à mesure. Ça part un petit peu dans tous les sens. Je vais essayer de les structurer. Nous avons parlé justement d'un traitement. Alors, bien sûr qu'il y a le traitement curatif, donc qui est médicamenteux, chirurgical, peut-être. Et puis, il y a un traitement qui fait partie justement de notre thème, c'est le traitement palliatif par rapport à ces séquelles. Mais avant tout, il y a une question qui se pose. Quelle prévention des AVC? Quelle est la prévention pour éviter justement les AVC? Il y a tout un volet préventif qu'on doit développer aussi au Maroc. Tout ce qui est prévention primaire, c'est-à-dire éviter que le patient qui a des facteurs de risque vasculaire fasse un accident vasculaire cérébral ischémique. Et donc, c'est ce qu'on appelle la prévention primaire. Ça veut dire chez les patients diabétiques, équilibrer le diabète et être suivi comme il faut par un endocrino ou par un diabéto. Pour les hypertendus, traiter l'HTA qu'elle soit stable. Pour les patients qui ont une cardiopathie emboligène, être suivis par un cardiologue. Pour les patients qui ont une dyslipidémie, une hypercholestérolémie, la traiter convenablement. Et donc, il y a la prévention primaire. Éviter de tomber dans l'AVC. Si on tombe dans l'AVC, que le malade fasse un AVC, on doit faire ce qu'on appelle la prévention secondaire. Secondaire, ça veut dire le malade, il a déjà fait un AVC ischémique ou hémorragique. On doit chercher l'étiologie, la cause, pourquoi il l'a fait, et traiter cette cause pour que le patient ne récidive pas, pour que l'AVC ne récidive pas, soit sur le même territoire vasculaire, ça veut dire l'AVC, l'artère X, le même AVC, la même artère, ou bien il va le faire sur un autre territoire cérébral. D'accord? Donc, les deux volets, et il faut qu'on les développe. Un patient diabétique, un médecin généraliste, il est déséquilibré, c'est un candidat à faire un AVC ischémique. Il doit être équilibré. Un patient qui a une HTA qui est non contrôlée, c'est un candidat à un AVC hémorragique. Il doit être contrôlé. Donc, le but de la médecine générale, d'abord, c'est être préventif. Et puis, du spécialiste, une fois l'AVC, il est là, d'être dans la prévention secondaire. Très bien. Professeur Mjati, vous voulez compléter? Donc, effectivement, tout il a été dit par Madame Adali. Donc, effectivement, il faut insister sur la prévention primaire. Chaque fois, bien sûr, qu'il y a un facteur de risque, il faut effectivement le corriger. Il faut rééduquer et éduquer les patients. D'accord? Éduquer les patients, bien sûr, à prendre leur traitement. Éduquer les patients, bien sûr, à suivre la pathologie, à connaître sa pathologie, à l'accepter et, bien sûr, s'intégrer, bien sûr, dans la prise en charge. Donc, il faut insister aux malades, bien sûr, comme quoi ils doivent savoir leur maladie, ils doivent savoir les risques, bien sûr, de cette maladie, surtout en ce qui concerne l'hypertension artérielle et le diabète. Ils doivent participer à leur propre traitement. Et bien sûr, lutter contre la sédentarité, lutter contre le tabac, lutter contre, bien sûr, l'alcool, lutter, bien sûr, contre l'obésité et, bien sûr, un peu de sport à ne pas oublier, bien sûr, pour éviter la survenue de ces accidents vasculaires cérébraux, soit ischémiques, soit hémorragiques. Très bien. Vous parlez de sport, donc c'est le mouvement. Si on parle bien, c'est le mouvement. En quoi le mouvement de la rééducation peut nous donner une prévention et peut intervenir, d'ailleurs, est-ce que vous le pensez? Est-ce que justement le mouvement fait par les rééducateurs est un traitement plutôt préventif, curatif?
ou uniquement palliatif? Professeur. Non, pour moi, la rééducation n'est pas du tout palliative, pas du tout. C'est un volet principal de la récupération. Une fois, il faut savoir une chose, qu'on est avec un capital de neurones. Les neurones, ils ne se divisent pas et ils ne se renouvellent pas. Donc, on est avec 100 milliards, si on peut dire, de neurones, mais le capital, il s'épuise tout au long de la vie. Il y a certains neurones qui dégénèrent, qui meurent, etc. Mais si on a un AVC ischémique ou hémorragique, il y a un capital qui meurt d'un seul coup. Donc, les neurones qui meurent, il y a toujours ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, la possibilité de création de synapses, de connexions, qui court-circuitent avec la zone métrophiale les neurones, si on veut. Donc, la création de connexions ou de synapses, ça passe par réapprendre le mouvement, reprendre le mouvement, reprendre la parole, reprendre l'activité. Et donc, la création des connexions, plus on la fait précocement, plus on gagne en amélioration et en capacité de récupération. Plus on la fait en retard, elle n'est pas respectée. Et malheureusement, là aussi, quand on voit la réalité sur le terrain, on n'est pas confronté. C'est pas que les médecins ne pensent pas à demander une kiné ou une orthophonie, une rééducation spécialisée. Mais c'est que les malades n'ont pas les moyens, c'est que les patients dans des patelins ou là, dans des villes lointaines n'ont pas accès au kinésithérapeute ou à l'orthophoniste. Donc, il y a ces difficultés de terrain. Et il y a aussi le fait de ne pas y penser assez souvent à prescrire le plus rapidement possible, à l'ordonnance de l'AVC, une kinésithérapie adaptée. Dans toutes les maladies neurologiques en général, M. Jaté, il va me confirmer aussi pour tout ce qui est neurochirurgical, c'est que parfois on traite, on donne le traitement médical, ou là, on enlève une tumeur ou là, mais si on ne complète pas par la rééducation, par l'orthophonie ou là, le malade ne va pas récupérer. Il faut savoir que le traitement médical, en tout cas en matière d'AVC, où on a dépassé le temps d'une thrombolyse efficace, ça reste la rééducation. Il n'y a pas d'autre, ce n'est pas palliatif. En tout cas, je n'utiliserai jamais le terme palliatif. C'est un traitement qui a la même valeur que les autres traitements médicaux ou chirurgicaux. Et alors, après une chirurgie, professeur Mjati, est-ce que vous prescrivez systématiquement, dans le cas d'un AVC, est-ce que vous prescrivez systématiquement la rééducation, quelle que soit la rééducation, kinésithérapie orthophonique, psychomotricienne, etc. Est-ce que vous faites cette prescription et à quel moment? Notamment, j'ai presque envie de vous poser la question, quel est le moment où vous posez cette rééducation et quel est le suivi qui peut être fait par la suite, notamment sur le plan rééducatif? D'accord, merci, Dr Sajid. Donc, je confirme ce qui a été dit par le professeur Al-Adali. Il faut savoir effectivement que la rééducation, ce n'est pas un ensemble de gestes. Ce sont bien sûr un ensemble de mouvements spécialisés, bien sûr, dont le but, c'est d'aider le patient à rétablir son autonomie et être indépendant. C'est très important. Et par la suite, bien sûr, d'améliorer sa qualité de vie et son réinsertion, bien sûr, dans la société, dans la vie quotidienne. Il faut bien sûr, chaque fois que vous avez un patient devant vous, quel que soit AVC ischémique ou bien hémorragique, ou bien, comme il a été dit par Mme Ateli, opéré d'une tumeur cérébrale, il faut bien sûr discuter avec lui, lui expliquer l'intérêt, bien sûr, de la rééducation. Tout en savant, bien sûr, que le suivi au long terme, bien sûr, se base sur les rééducateurs, sur les kinésithérapeutes. Ça veut dire que votre place, elle est primordiale. Elle est intéressante, bien sûr, pour ces malades. Même n'importe quelle façon avec laquelle on a traité ce malade, soit bien sûr traitement médical, soit enlever la tumeur ou bien enlever l'hématome, bien sûr, la réduction s'avère nécessaire parce que c'est un complément de traitement. Et si bien sûr, c'est à cause de la rééducation que ce malade peut récupérer son déficit neurologique. Donc, chaque fois, bien sûr, que le malade présente un déficit neurologique ou chaque fois qu'on voit que cette lésion, par exemple, dans notre
notre sujet de discussion, l'hématome, il effectivement, comme on dit, il est très compressif, il exerce un effet de masse sur le parenchyme cérébral. Chaque fois qu'on enlève, la rééducation s'avère nécessaire, soit une rééducation orthophonique, soit une rééducation motrice, soit une rééducation psychomotrice, soit bien sûr lutter contre les séquelles, c'est-à-dire surtout les démences. Donc, la rééducation s'impose soit avant, soit après le traitement, effectivement, il s'impose au long terme. Ici, dire l'intérêt, bien sûr, chaque fois que vous êtes devant un malade, il faut que vous expliquiez, bien sûr, l'intérêt de cette rééducation qui ne se résume pas à un simple geste ou à un simple mouvement des doigts ou des mains ou bien sûr des pieds. C'est un traitement qui est médical, c'est un traitement, bien sûr, qui va permettre à ce patient, bien sûr, d'avoir son autonomie. C'est un traitement, bien sûr, qui va aider ce patient à vivre normalement, comme les autres, à être autonome, parce que l'autonomie, effectivement, c'est très important et ça permet, bien sûr, à ce patient de sentir qu'il est encore, bien sûr, sa place, il est prépondérante au niveau de la société. Et bien sûr, sa petite société, c'est la famille, et bien sûr, sa société qui est globale, qui est bien sûr son pays. Très bien. Donc, effectivement, on comprend que la rééducation a une place assez importante, notamment dans le suivi, dans la récupération, notamment de l'hémiplégique, dans le cas d'AVC, bien sûr. Alors, justement, quels conseils vous allez pouvoir donner aux médecins généralistes qui font un suivi dans un temps secondaire dans ce rôle de rééducation? Est-ce qu'il doit faire des prescriptions? Quelle est cette prescription? À quel moment doit-on démarrer la prescription? À quel moment doit-on arrêter la prescription de rééducation, notamment de la kinésithérapie, de la psychomotricité, de la diététique notamment, ou de la kinésithérapie, de l'orthophonie? Donc, à quel moment ils doivent commencer cette rééducation? Parce qu'ils vont suivre avec vous justement l'évolution de la récupération. Et ça, c'est quelque chose de très important. Beaucoup de généralistes se posent la question et de se dire comment je dois faire cette prescription. Professeur Adali? Oui, la prescription, je pense, elle est cas dépendant. Cas dépendant ou malade dépendant. Ça dépend du déficit. Supposons que c'est une hémiplégie, le cas de figure le plus fréquent. Une hémiplégie ou une hémiparésie. Ça veut dire la moitié d'un hémicorps qui est déficitaire, où on n'a plus de force, où on a une force qui est diminuée. Quand on parle de prescription, moi, personnellement, ce que je vais conseiller à un médecin de famille ou un médecin généraliste, c'est de faire appel pour une première prescription à un neurologue. Le neurologue, il va évaluer le déficit, va évaluer la sévérité de ce déficit, va prescrire la kiné qu'il faut et peut-être le suivi pour éviter aux malades qui sont fortement handicapés de faire des allers-retours pour des consultations de renouvellement assez périodiques, peut-être faire un premier planning avec le médecin généraliste et à moyen terme avec le neurologue pour voir l'efficacité de la rééducation. Mais il ne faut pas s'attendre, c'est là le souci principal, que ce soit avec les médecins généralistes ou avec la grande population, c'est qu'on baisse les bras rapidement en matière de rééducation. Et rapidement, on se dit, je n'ai pas récupéré. Professeur Mouchate, il va aussi nous dire un mot sur les malades qui ont les AVC hémorragiques, ça doit être la même chose. Mais en tout cas, en matière d'AVC ischémique, les malades, le médecin, la famille, rapidement, si vous voulez quoi, c'est pas mais c'est qu'on est très rapide, précoce sur l'attente de résultats. Mais le résultat, ça dépend de la sévérité du déficit. Un malade qui est fortement hémiplégique, elle ne va pas récupérer à la même vitesse qu'un malade qui a une hémiparésie. Une hémiparésie à 2/5, mais il y a une hémiparésie à 3/5 ou à 4/5. La même chose en cas d'âge, en matière d'âge. Un sujet jeune, il a des possibilités de récupération meilleures qu'un sujet âgé. Un sujet âgé qui a des facteurs de risque cardiaque, par exemple, la kiné diallo, elle sera limitée en matière d'effort par sa cardiopathie. Donc, c'est des cas de figure différents. Le projet, il est personnalisé pour chaque malade
Donc, le projet de kiné, de prise en charge, de rééducation en général, que ce soit motrice ou orthophonique, en tout cas, c'est personnalisé. Et puis, le souci, c'est un accompagnement psychologique. C'est très important pour adhérer au traitement, pour adhérer à la kiné, pour expliquer qu'il ne faut pas s'attendre à un résultat miraculeux, que ce soit déjà des médicaments, tu voulais quoi, donc, alors, il faut expliquer qu'une fois le déficit il est installé, on ne fait que récupérer certaines parties de la fonction par la création de nouvelles connexions et de nouveaux synapses. Ça prend du temps. Donc, a priori, en matière de tout ce qui est AVC ischémique, la durée m'apprête sur 6 mois, 1 an. On parle maintenant de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans. Jusqu'à 4 ans, on a des bénéfices dans certaines pathologies de la rééducation. Ça dépend de la vitesse de récupération. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que le résultat, ça va être précoce. Il faut avoir de la persévérance, il faut avoir de la patience, il faut avoir les moyens. Ça aussi, c'est des choses très importantes. Les gens qui ont des moyens d'avoir des séances régulières de rééducation, ils s'améliorent plus vite, malheureusement, que ceux qui font des séances interrompues, qui n'ont pas les moyens, qui ont des difficultés d'accès au centre de rééducation, etc. Moi, en tout cas, c'est des projets cas dépendants ou personnalisés pour le patient. Et sur le plan hémorragique, professeur Mjaté, sur le plan hémorragique traité chirurgicalement, est-ce que vous diriez la même chose? Oui, aux généralistes notamment? Oui, d'accord. Donc, je confirme ce qui a été dit par le professeur Adali. Effectivement, devant un patient qui est, bien sûr, soit suspect d'avoir un tableau d'accident vasculaire cérébral ou bien il a eu déjà un tableau d'accident vasculaire cérébral, il a déjà soit un AVC ischémique, soit un AVC hémorragique. Bien sûr, la place d'un médecin généraliste est prépondérante parce que lui aussi, le suivi au long terme, il se fait effectivement par le généraliste parce que c'est lui, bien sûr, qui contrôle cette hypertension artérielle, c'est lui qui contrôle, bien sûr, le diabète, tous les facteurs de risque, c'est lui qui les contrôle. Et bien sûr, c'est à lui encore de donner des conseils aux patients comme quoi la rééducation, il occupe une place très importante, bien sûr, pour ces malades. Et chaque fois, bien sûr, il doit la répéter plusieurs fois. Parce qu'effectivement, comme il a été dit par le professeur Adali, les gens, effectivement, chaque fois qu'il y a la chronicité, chaque fois, bien sûr, qu'ils deviennent de plus en plus moins motivés pour suivre, bien sûr, cette rééducation. Et je le dis toujours à mes élèves, chaque fois, je le dis comme quoi, c'est le proverbe qu'on dit maintenant, qu'on dit par exemple dans notre contexte, le marté jib al-arram ou timshi bil-nuqati. C'est dans le c'est l'accident vasculaire cérébral ischémique ou bien hémorragique. Effectivement, il y a l'installation aiguë du déficit neurologique, la récupération, c'est sûr qu'il va venir, mais il va venir progressivement, mais sûrement. Et ça dépend, bien sûr, comme il a été dit par le professeur Adé, ça dépend effectivement du contexte en relation avec le patient lui-même, l'entourage, bien sûr, les moyens, bien sûr, socio-économiques, et bien sûr la volonté de la personne, d'accord? La volonté de la personne et bien sûr le rééducateur lui-même, d'accord? Chaque fois, donc j'insiste bien sûr auprès des élèves, chaque fois que vous avez un patient qui porte un déficit neurologique, il faut toujours un moyen de communication avec ce malade. Il faut lui expliquer pourquoi vous faites cette réaction, quel est le but bien sûr de cette rééducation afin de motiver ce patient-là et bien sûr de coopérer avec vous, bien sûr, et afin, bien sûr, d'avoir une amélioration de ce déficit neurologique et, bien sûr, d'avoir une autonomie. En ce qui concerne, bien sûr, un accident vasculaire cérébral hémorragique, le plus souvent ce qu'on appelle un hématome intracérébral spontané, chaque fois qu'on enlève, bien sûr, un hématome, la rééducation, bien sûr, ça commence déjà au milieu de réanimation. Même si, par exemple, le malade il est intubé, ventilé, il est sédaté, d'accord, au moins, il y a le nursing, il y a ces mouvements, bien sûr, qui ont un rôle surtout pour lutter contre les escarres, lutter, bien sûr, contre les complications thromboemboliques. Déjà,
D'accord? Et après, une fois que le malade, bien sûr, il se réveille, d'accord, à ce moment-là, on commence aussi bien du mouvement passif que actif. Chaque fois que la rééducation s'installe de façon précocement, chaque fois, bien sûr, qu'on espère d'avoir une récupération précoce. Mais effectivement, comme il a été dit par le professeur Adeli, ça dépend bien sûr du degré de déficit neurologique. Si le déficit, bien sûr, il est partiel, c'est-à-dire il est incomplet, à ce moment-là, bien sûr, la récupération, il peut se faire dans un laps de temps, dans un bref de temps. Si par exemple le déficit il est complet, à ce moment-là, bien sûr, ça demande bien sûr une volonté, ça demande une volonté longue haleine pour le patient afin d'avoir bien sûr une récupération. Et comme je le dis toujours à mes élèves, même par exemple si le malade il a un déficit neurologique qui est complet, à ne pas oublier bien sûr votre rôle dans la prévention, aussi bien des escales, aussi bien des complications thromboemboliques, aussi bien surtout d'ankylose des différentes articulations. C'est très clair. À mon avis, c'est très, très clair. Alors, vous avez parlé de réanimateur. C'est intéressant parce que nous avons une intervention de Dr Butchbaoust. Je suis désolé si je prononce mal votre nom, mais qui nous dit les choses suivantes. Il existe aujourd'hui des thérapeutiques spécifiques, notamment des blocs anesthésiques régionaux à pratiquer chez les patients présentant cette entité. Ils permettent une analgésie et de corriger les troubles dystoniques qui rendent le travail du kinésithérapeute plus confortable et plus efficace. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur Mchtaoui? Je dis bonjour à Sim Mustafa, donc bienvenue avec nous. Effectivement, lui, bien sûr, c'est sa spécialité, donc on est honoré bien sûr d'être là avec nous. Effectivement, il est aussi médecin de la douleur. Hein? Il est aussi médecin de la douleur, donc il sait très bien de quoi il parle. Effectivement. Et bien sûr, son rôle, il est très important, surtout chez ces malades, bien sûr, qui présentent bien sûr, des séquelles très lourdes, surtout à type d'oncolose, effectivement, parfois à des mouvements anormaux, y compris bien sûr la dystonie, qui peuvent bien sûr aider ces patients à rétablir une certaine flexibilité au niveau des mouvements et bien sûr aider bien sûr le rééducateur afin de manipuler bien sûr les différents membres chez ce patient et de l'aider bien sûr à faire sa rééducation en toute tranquillité. Très bien. Donc effectivement, oui, professeur Adeli. Je vois défiler, merci d'avoir fait allusion aux différents commentaires des différents collègues qui nous, notamment Dr Butchbaoust, qui nous suivent. Et je vois effectivement depuis tout à l'heure défiler certaines questions, peut-être pour lesquelles on n'a pas donné de réponse. Alors, si on peut faire… la seule problématique, c'est qu'il y a tellement de questions que voilà. Ces questions sont à côté de notre thème de ce soir. C'est voilà. pour ça. Ce que je voudrais, c'est concentrer un petit peu leurs questions. Alors, j'ai pas mal de questions, notamment sur le côté, savoir si c'est le côté droit est plus grave que le côté gauche, quand il est atteint, etc. Mais il y en a beaucoup qui posent la question aussi sur la spasticité, la gêne de la spasticité. Sans botox et notamment sur la rééducation. Est-ce que, parce que la kinésithérapeute, et j'en suis un, on s'intéresse beaucoup à cette spasticité qui est très gênante. Il faut savoir que les AVC, c'est la 3e cause de mortalité selon l'OMS. Et selon certaines enquêtes au Maroc, on s'aperçoit que 50% des AVC qui sont au Maroc ont un handicap ou gardent un handicap important, sévère, c'est-à-dire avec une invalidité partielle, voire totale. Donc, ici, au niveau de la spasticité, c'est une gêne très importante. Alors, comment peut-on la prendre en rééducation? Il y a différentes façons. Soit on essaie de l'inhiber, soit on essaie de la renforcer. Il y a différentes techniques. Et donc, qu'est-ce que vous auriez à nous conseiller, justement, dans la rééducation? Parce qu'il y a des personnes qui se posent la question par rapport à cette spasticité, de savoir est-ce qu'il faut la renforcer. Je prends un exemple, par exemple, dans le cas quelqu'un qui présente une hémiplégie et qui se trouve dans une phase séquelaire, et on se dit, puisque cette spasticité va concerner le quadriceps, elle va entraîner un verrouillage du genou. Donc, on peut appuyer sur le membre inférieur. Et dans ce cas-là, il faut renforcer la spasticité. Or, dans d'autres personnes, dans d'autres cas, c'est la spasticité des ischio-jambiers. Et là, il faut inhiber cette spasticité pour éviter justement la gravatisation justement de ces personnes. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur Adeli? Oui, je suis tout à fait d'accord. En tout cas, la spasticité, le passage à la phase spastique, parce que au début, c'est l'AVC ischémique, en tout cas avec une atteinte aiguë,
c'est une phase flasque. Le malade, il ne bouge pas, il est en hypotonie. Et la récupération, la deuxième phase, ça commence par l'installation de cette spasticité. Pour nous, en tout cas en neurologie, la spasticité, comme vous l'avez bien dit, si elle aide à la verticalisation du malade, c'est tant mieux. On va la consolider. Si, par contre, dans le cas où ça va donner plus une grabbatisation, gêner la mise debout, debout du malade, dans ce cas-là, il faut essayer de la diminuer ou de l'inhiber. En tout cas, quand ça gêne le travail du kinésithérapeute, souvent, en concertation avec le neurologue, il va nous demander de prescrire un médicament pour essayer de diminuer un petit peu la spasticité pour améliorer la prise en charge kinésithérapeutique. Donc, on a des moyens médicamenteux de pallier à cette spasticité si le cas il nécessite que ça diminue un petit peu. Très bien. Donc, effectivement, cette spasticité, il faut la gérer. Alors, il y a différents types de techniques. Alors, vous connaissez la technique de Bobat, vous connaissez la technique de Perfetti, de Brandstrom, etc. Autant, il y en a une qui est Brandstrom notamment, qui nous dit il ne faut pas s'occuper de la spasticité, il faut faire les gestes fonctionnels. Autant Bobat ou Perfetti, on va essayer de chercher à la facilitation, c'est-à-dire le travail musculaire, donc de la motricité, et inhiber la spasticité. Donc, on est dans deux techniques qui sont différentes. Selon certaines études, aucune n'est supérieure à l'autre. On cherche souvent à améliorer le confort de la personne et retarder l'espérance de vie. On essaye, en tout cas par la kinésithérapie. Alors, il y a des personnes qui nous se posent la question à quel est le rythme, notamment je pense que c'est un médecin généraliste qui nous pose la question quel est le rythme dont on doit prescrire la rééducation. Donc, c'est Nezha Shahid. Donc, oui, on revient un petit peu à la prescription, si vous voulez bien, pour essayer d'éclairer ces professionnels de la santé. En général, moi, je prescris en manière générale 3 fois par semaine pendant 2 mois, 3 mois, de manière intensive, avec une reprise à la maison. Des gestes, bien sûr, il y a des gestes faits d'une manière technique et professionnelle, comme vous venez de le dire, par le kinésithérapeute lui-même, donc on ne peut pas demander que ça soit pareil de par la famille, mais on va dire à la famille quand même qu'elle va demander au kinésithérapeute de donner un certain schéma réalisable à la maison. Comme ça, le malade, il ne va pas attendre ces séances de kiné, mais il va aussi participer d'une manière active avec sa famille à la maison à la continuité du schéma thérapeutique rééducationnel. C'est important. Je pense que l'intérêt, c'est la continuité. Ce n'est pas faire tous les jours pendant 1 mois, c'est de le faire dans la durée, dans le temps et voir l'évolution. Et à chaque fois, se concerter entre nous pour voir qu'est-ce qui bloque. Est-ce qu'effectivement, on est arrivé à la fin, à terme, c'est qu'il n'y a plus de possibilité de récupération. On est saturé, ce qui est fait, on est arrivé à ce degré, il n'y a plus d'amélioration. Ou est-ce que c'est le malade lui-même qui est déprimé parfois, qui n'est pas compliant à la prise en charge et qu'on doit mettre un traitement antidépresseur ou là une prise en charge psychologique pour qu'il soit plus, notamment chez les sujets âgés qui présentent des troubles cognitifs par exemple et qui dépriment rapidement, et possiblement aussi voir ce qui dérange sur le plan financier, parce que l'aspect financier, il ne faut pas le sous-estimer ni le banaliser. On a beau prescrire, mais si on ne vend pas l'intérêt de cette prescription et de cet effort qui sera fait par la famille sur le plan financier, ça ne va, la famille et ne va pas suivre. Surtout si on sait dans les conditions qu'on a que pas tous les malades ont une couverture sociale qui va leur permettre de financer et de rembourser leurs soins. Donc, ça, c'est le souci dans la pratique quotidienne, en tout cas neurologique. Donc, effectivement, il y a une fréquence particulière dans
dans la prescription des séances ou de réalisation des séances. Alors, je reviens un petit peu en arrière parce que c'est les questions qui me poussent. J'aurais voulu tant aller vers la rééducation pure et dure. J'ai notamment Fatim Zahra et Defli qui posent la question de savoir est-ce qu'il faut faire une rééducation intensive pendant les 6 premiers mois de l'hémiplégie. Professeur Mjati. Merci, professeur Dr. Sajid. Donc, effectivement, je reviens à ce qui a été dit par le professeur Al-Adali. Chaque fois, bien sûr, que le patient, bien sûr, il est prêt pour faire une rééducation effectivement très intense dans les premiers mois après l'accident, c'est mieux. D'accord? Et donc, bien sûr, on est dans le patient à avoir un schéma de mouvement qu'il doit faire, bien sûr, au niveau de la maison, bien sûr, soit lui-même, soit bien sûr à l'aide de sa famille. Donc, il faut accentuer effectivement la rééducation pour toujours espérer une récupération le plus tôt possible. D'accord? Donc, chaque fois, bien sûr, que le malade il est avec nous, il suit bien sûr le chemin thérapeutique que lui dessine, et il est là, bien sûr, il a une volonté qui est très importante. Donc, chaque fois qu'on accentue bien sûr les mouvements, chaque fois qu'on accentue la rééducation, et c'est mieux. D'accord? Surtout, par exemple, chez les patients âgés, effectivement, déjà, il y a une ankylose articulaire, il y a une rétraction tendinoseuse, musculaire qui est en train de s'installer. Donc, il vaut mieux, bien sûr, que aider ces patients-là, bien sûr, avec des mouvements qui sont intenses, qui sont fréquents, bien sûr, de temps en temps, tout en leur donnant, bien sûr, un schéma pour les aider au niveau de la maison. Donc, il vaut mieux, par exemple, dans les 3 premiers mois, voire même les 6 mois, il faut bien sûr intensifier les séances de rééducation. Tout en sachant, bien sûr, chaque fois qu'on a fait, bien sûr, pour un patient 20 séances ou 30 séances, il faut la réévaluer. Si, par exemple, la récupération, il se fait de la façon dont on attend, il vaut mieux, bien sûr, continuer dans ce rythme-là. Si, par exemple, l'amélioration n'est pas évidente, à ce moment-là, il faut bien sûr poser la question. Oui, le problème, est-ce que c'est le problème bien sûr, chez les kinésithérapeutes ou bien sûr chez le patient, et à ce moment, bien sûr, revoir notre stratégie thérapeutique en particulier de kinésithérapie. Parfait. De toute façon, toute cette rééducation, elle est dans le cas où le patient peut être hospitalisé dans un centre de rééducation. On sait très bien qu'au Maroc, il y a très, très peu de structures qui permettent l'hospitalisation, d'où il pourrait y avoir une importance capitale, notamment des médecins MPR, des médecins physiques, de médecine physique et de réadaptation, comme le souligne Boujmaa Zahi, qui est sûrement un médecin MPR. Et l'importance justement de ces médecins MPR pour suivre justement cette rééducation. Est-ce que vous leur passez la main? Est-ce que c'est nécessaire justement qu'ils aient un suivi? Donc, ça veut dire qu'il y a le médecin généraliste qui peut faire le suivi. Bien sûr, il y a le médecin MPR, ça va de soi, c'est son domaine et heureusement qu'ils sont là et on les remercie. Et puis, bien sûr, les neurologues et les neurochirurgiens. Donc, à quel moment vous passez la main et vous espacez un petit peu vos rendez-vous, notamment pour les contrôles que vous faites? Professeur Adali, si vous voulez bien prendre la parole. Oui, dans mon expérience de neurologie et sûrement dans l'expérience de professeur Mjati en neurochirurgie, pour nous, on parle de rééducation et on axe sur les kinésithérapeutes parce qu'effectivement, on a un manque terrible de MPR au Maroc. Et je vous salue, Gilles, d'avoir soulevé ce point. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas collaborer, mais c'est qu'il y a peu de personnes qui choisissent malheureusement cette spécialité au Maroc, qui est une spécialité merveilleuse, et qu'on travaille plus actuellement, à défaut de médecins dédiés et de centres de soins de suite et de réadaptation au Maroc, comme vous le savez, parce que la rééducation, pour pallier à ces problèmes, effectivement, de déplacement de malades, de non-accès aux soins, c'est qu'on hospitalise les malades pour une certaine durée. Il y a certains centres, notamment à Casa, qui permettent ce confort et ce luxe pour le prescripteur et pour le malade. Mais malheureusement, par exemple, à Agadir, moi, je ne trouve pas un centre de soins de suite et de réadaptation dédié à la pathologie vasculaire, par exemple, et qui va me permettre de collaborer avec un médecin
physique et de réadaptation, et un kinésithérapeute, un orthophoniste, un psychomotricien, en même temps dans une même structure. Et qu'on fasse des réunions de concertation à propos du cas, voir est-ce qu'il y a une amélioration objective chez le malade, le évaluer, voir les difficultés où est-ce qu'ils sont et faire un projet personnalisé. Malheureusement, c'est un grand chapitre à développer au Maroc qui est la médecine physique et la réadaptation et les soins de suite et de réadaptation. Professeur Moujati, justement, toujours dans le domaine, si dans le futur CHU qui est en train de se construire à Agadir, on en est fiers d'ailleurs, est-ce que vous espérez intégrer dans votre équipe notamment le médecin de médecine physique et de réadaptation, peut-être dans la prise en charge, notamment en soins intensifs, peut-être après, ou un service à part qui va gérer un petit peu toute la rééducation, notamment auprès de vos patients AVC notamment que vous allez opérer? Oui, bien sûr, c'est avec un grand plaisir. Par exemple, auparavant, bien sûr, le service de neurochirurgie, par exemple en France, il regroupe à côté des neurochirurgiens, il regroupe un neuropsychologue, il regroupe bien sûr un rééducateur, un kinésithérapeute bien sûr spécialisé, il regroupe bien sûr un psychologue. Donc, c'est dire l'intérêt, bien sûr, d'une équipe parce que chaque malade, quel que soit le type de la maladie qu'il porte, il nécessite une prise en charge multidisciplinaire. Et chaque fois, bien sûr, qu'il y a une prise en charge multidisciplinaire, chaque fois, bien sûr, que l'évolution elle est très favorable pour le patient. Donc, chaque fois, bien sûr, qu'on est devant un malade, il faut toujours chercher, bien sûr, son confort, aussi bien physique, aussi bien mental. D'accord? Chaque fois que le malade, il sent qu'il est bien pris en charge, chaque fois, bien sûr, qu'il l'aide à récupérer quel que soit un déficit neurologique, soit un déficit, bien sûr, psychomoteur. C'est-à-dire l'intérêt, bien sûr, de travailler en équipe, ce n'est pas simplement équipe médicale, mais aussi bien équipe paramédicale, toujours pour l'intérêt de malade. Donc, ça s'avère nécessaire, bien sûr, d'avoir bien sûr, un kinésithérapeute spécialisé au niveau du service. Et espérons, bien sûr, comme il a été dit par le professeur Adali, espérons, bien sûr, que la mort se généralise. Et à ce moment-là, effectivement, les patients, à ce moment-là, ils ne vont plus avoir le souci, bien sûr, d'argent. Et à ce moment-là, ils peuvent suivre leur éducation, soit, bien sûr, au niveau des centres publics ou bien au niveau des centres privés. Et, bien sûr, vont avoir, en quelque sorte, entre parenthèses, une bonne observation, bien sûr, de leur traitement aussi bien médical que paramédical. Très bien, donc c'est très très clair. On aurait voulu avoir un service de rééducation, je ne sais pas s'il y en aura un au CHU. C'est prévu, très bien, avec des lits d'hospitalisation. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en 2010… Je ne suis pas sûre, mais il y aura un service en tout cas. Alors ça, c'est justement, après une étude, j'ai vu qu'en 2010, il y avait à peu près 7 lits accordé à la médecine physique et de réadaptation, notamment à cette rééducation. Alors, effectivement, il faudrait l'augmenter. Le nombre de MPR, il est moins de 100 à peu près. Le nombre de kinésithérapeutes, alors j'ai noté quelques données, notamment en disant qu'actuellement, en France, il y a à peu près, normalement, les données, c'est un kinésithérapeute pour 1000 habitants. Et à ce jour, nous avons tout simplement un kinésithérapeute pour 5733 habitants. Ce qui est énorme. En orthophonie, il faudrait un orthophoniste pour 1500 habitants. Or, à ce jour, il y a un orthophoniste pour 70 000 habitants. En diététique, on devrait avoir un diététicien pour 2000 habitants. Or, aujourd'hui, au Maroc, on a un diététicien pour 116 666 habitants. Vous vous rendez compte la pénurie des médecins physiques et de réadaptation, des kinésithérapeutes, des orthophonistes. Et je ne vous oublie pas parce que j'ai cherché au niveau de la neurologie et effectivement, vous êtes 150 neurologues pour 35 millions d'habitants. Or, en France, ils sont pratiquement 2000. 2000 pour une population. Et normalement, ils sont à peu près pour 35 habitants, 35 000 habitants, 35 millions d'habitants, 1000 neurologues et neurochirurgiens. Donc, on voit que cette pénurie en structure de réadaptation et de rééducation, on voit une pénurie en professionnels de santé. Comment peut-on faire face à justement à ces séquelles et à cette rééducation qui est nécessaire, puisque vous avez mis beaucoup l'accent sur la rééducation, la prise en charge, et je ne parle pas des psychomotriciens qui est une profession qui démarre tout juste au Maroc, des ergothérapeutes, la seule école qui a ouvert il y a à peu près 3-4 ans, dont il y a un besoin qui est sur l'autonomie, etc., et d'autres professions notamment. Donc, qu'est-ce que vous aurez comme recommandation à faire si vous aviez le ministre de la Santé en face de vous?
Professeur Adali. Eh ben, on a eu des échanges avec Monsieur le ministre quand il est venu, Monsieur Zaté, il peut confirmer, et c'est quelqu'un de très ouvert, effectivement, à toutes les recommandations et à toutes les propositions, comme c'est un enseignant aussi, et c'est un chirurgien aussi, viscéraliste, pas neurochirurgien. Mais en tout cas, si j'ai quelque chose à dire, c'est que c'est pas faute d'ouvrir des postes, mais c'est faute aussi de choix. C'est que les gens, au Maghreb, ils choisissent tous de faire la même chose. Donc, حلينا قهوة كلشي تيحل القهوة، ça marche. La théorie كلشي تيحل سناك، ça marche. درنا سبيسياليتي غنديروا له افتالمون، نديروا له وغال ياك وسي بجا وغنديروا لا نيروشيرurgie, la neurochirurgie, la médecine physique et la réadaptation. Donc, il n'y a pas que le souci des postes, d'ouvrir de nouveaux postes, parce que là, c'est une recommandation, effectivement. C'est surprenant peut-être pour certains d'entre les collègues qui nous regardent ou le public, mais nous, en tant que professionnels, on sait qu'il y a une pénurie, qu'il y a une pénurie sévère sur pas mal de spécialités, et notamment en matière d'AVC, de prise en charge d'AVC. Il n'y a pas que la pénurie, il y a aussi la mal-répartition des spécialistes dans l'axe Rabat-Marrakech, ou là, maintenant c'est Agadir un petit peu, mais Agadir, il y a encore, j'espère, on va se rattraper sur la pénurie et sur cette répartition. Mais en tout cas, si il y a des recommandations, c'est qu'on ouvre plus de postes, de spécialités, on couvre mieux le Maroc sur la répartition géographique, peut-être, et encourager les jeunes à choisir certains créneaux pour lesquels peut-être c'est notre faute aussi, hein, on ne les encourage pas, on ne l'a pas assez. En tout cas, pour nos étudiants, on fait la promotion des neurosciences en général, que ce soit la neurologie, la neurochirurgie et tout ce qui a attrait à ça. Et donc, on essaie de faire de la pub pour les spécialités du cerveau, parce que ça, c'est l'organe quand même moteur de tout l'organisme. Et c'est malheureux qu'on ait des personnes qui récupèrent grâce à des interventions comme la rééducation motrice ou la rééducation orthophonique et que le malade n'a pas le professionnel qu'il faut, n'a pas la structure qui va l'héberger pendant la durée ou n'a pas les moyens pour se le procurer, alors qu'on sait pertinemment que c'est prouvé scientifiquement, que ça fait partie, que ça réussit dans d'autres pays et que notre pays, il est un petit peu en retard en matière de séquelles d'AVC et de réadaptation de l'AVC. Absolument. Le professeur Jaté, il a des points, des recommandations à ajouter. Oui. Donc, à mon avis, bien sûr, tout d'abord, il faut dessiner une carte sanitaire au niveau du Maroc. Tout d'abord, dans un premier temps, il faut effectivement développer cette régionalisation. Donc, pour chaque région, savoir ce qu'il faut, ce qui est nécessaire pour cette région. Et il faut bien sûr généraliser l'amour. Et chaque fois, bien sûr, que c'est généralisé, à ce moment-là, on va avoir une coopération, en quelque sorte, une concurrence, mais une concurrence bénéfique entre le privé et le public. Et à ce moment-là, bien sûr, le malade sera roi. Il va choisir entre le public et le privé. Et là où il a choisi, il va être bien pris en charge. Et bien sûr, il y a les moyens, aussi bien humains que matériels, pour être pris en charge. C'est très bien. Donc, effectivement, on comprend qu'il y a une pénurie. Alors, c'est pour ça que nous, IHEPS, l'école paramédicale, on avait compris ça depuis 2006. Et on a mis une école en place à Marrakech, à Casablanca et à Agadir pour former les futurs rééducateurs. Donc, on a formé des kinésithérapeutes, des diététiciens, des orthophonistes, des psychomotriciens et des orthoptistes pour essayer de prendre en charge différents types de pathologies, notamment l'hémiplégique, en tout cas qui est issu d'un AVC. Alors, si on ouvrait également une formation continue, notamment pour les généralistes, sur le plan locomoteur, et la rééducation notamment, peut-être des systèmes locomoteurs, qu'est-ce que vous en pensez ? Si on faisait ça par rapport à la MFC, est-ce que ça pourrait combler une partie justement de cette pénurie, de ce manque?
Je pense qu'il faut prendre l'avis des concernés, notamment les médecins généralistes, sur la pertinence d'une telle formation pour eux. Est-ce que ça leur pose problème, effectivement, et que ça, à l'instar de ce qui s'est fait en diabéto, par exemple, où pas mal de médecins généralistes, ils ont fait des formations en diabéto parce qu'ils se sont intéressés à la diabéto. Mais sincèrement, moi, toute personne qui sera formée, en tout cas, en la matière, convenablement, bien comme il faut, sans bien sûr dire qu'on va pallier à cette pénurie par une formation de telle ou telle durée, bien sûr que ça soit certifié, accrédité, etc. Au manque, il ne faut pas oublier qu'on doit travailler sur ce manque, bien sûr, mais s'ouvrir à des formations ponctuelles pour les médecins généralistes, s'ils s'intéressent, pourquoi pas. Le problème, c'est que les personnes s'intéressent peu. Où est l'ouverture d'une telle formation? C'est l'intérêt suscité par cette formation par les médecins concernés. Professeur Mjati, c'est pas le fait de compenser, parce qu'il y a des médecins MPR qui sont là, qui peuvent prendre en charge justement ces patients avec les kinésithérapeutes, les orthophonistes, etc. L'objectif de cette formation par notre organisme AMFC, c'est de former peut-être des médecins généralistes dans la qualité, notamment nous avons parlé de la prescription, du suivi de vos patients, opérés, non opérés, etc. Donc ça peut être peut-être une formation qui va améliorer la prise en charge de nos patients au Maroc. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bien sûr, c'est une idée qui est très pertinente, très intéressante, surtout que l'État actuellement, l'État il est en train de développer, en tout cas, ce qu'on dit le statut d'un généraliste. Ce n'est pas simplement un généraliste qui doit prescrire des médicaments, ou bien sûr qui doit prescrire un traitement, mais c'est un généraliste qui est en quelque sorte spécialisé, entre parenthèses, donc spécialisé dans une entité particulière qui va bien sûr aider le spécialiste de la matière, bien sûr, à prendre en charge idéalement ces malades. Donc, comme j'ai déjà dit, donc l'État à il seul, il ne peut pas bien sûr accomplir tous les rôles ou bien sûr recouvrir toutes les spécialités, soit médicales, soit paramédicales. C'est-à-dire l'intérêt bien sûr de privé, c'est-à-dire bien sûr l'intérêt de la participation des privés, c'est-à-dire l'intérêt bien sûr de cette idée qui est pertinente afin bien sûr d'aider ces généralistes à se spécialiser dans la matière et bien sûr prendre en charge ces malades. Mais comme il a dit par le professeur Adel, effectivement, l'envie de faire telle ou telle spécialité, ça dépend même des généralistes. Donc actuellement, bien sûr, il faut savoir est-ce que cette spécialité elle est stressante ou non, est-ce qu'elle rapporte bien ou non. Donc, ça dépend encore de la ville, là où il peut s'installer. Est-ce que telle ou telle ville, bien sûr, il y a des clients, est-ce qu'il y a de l'argent, donc chacun, il paye, bien sûr, c'est son droit, il cherche le prestige. Donc, et ce prestige-là, bien sûr, il est incompris partout. Donc, c'est dire l'intérêt, bien sûr, de choix de chacun de nous et surtout des généralistes. Alors, merci pour votre réponse qui est tout à fait dans le coup, dans l'amélioration de la prise en charge. Et l'essentiel, c'est de prendre en charge nos patients correctement. Et c'est pour ça qu'on met beaucoup l'accent sur cette pathologie qui est quand même un problème de santé publique. Donc, on essaie d'améliorer. Je regarde un petit peu, je jette un œil un petit peu à l'extérieur de notre pays. On s'aperçoit que la rééducation, notamment séquelaire, des séquelles, elle se fait par une robotisation. Il y a une robotisation de la neurorééducation ou la rééducation neurologique qui se fait de plus en plus. Or, cette robotisation qui aide beaucoup ces patients a du mal à rentrer un petit peu dans notre pays et les gens ne sont pas formés. Je parle de ma communauté qui sont les kinésithérapeutes. Le son. Ça s'est coupé? On ne vous entend pas? Sur le plan financier, avec le remboursement qui pose problème, l'ouverture des structures qui doivent être bien structurées, notamment bien équipées, notamment de ces éléments-là. Alors, je ne cite pas de nom de matériel, mais il en existe plusieurs. Et on pourrait peut-être ouvrir, si je dois citer un matériel, on parle de plus en plus de l'appareil isocinétique notamment, et auquel on peut mettre également, ce n'est pas fait que pour les sportifs, mais aussi pour ces hémiplégiques, notamment ces personnes qui présentent un AVC.
Et ça peut être une bonne chose, l'appareil isocinétique qui permet justement de travailler la motricité, de pouvoir contrôler un petit peu tout ça, la marche qui se fait sous une analyse très pointue. Là aussi, ça peut être quelque chose de fonctionnel. L'objectif de cette rééducation des séquelles, c'est de donner l'autonomie et de retarder la désautonomie justement du patient le plus tard possible et de retarder la gradatisation de ces gens-là qui vivent par seuls. Donc, on a besoin d'ergothérapeutes, on a besoin de robotisation dans toutes ces disciplines de rééducation, notamment. Donc, avec toutes les techniques qui arrivent, notamment, je vous donne un exemple, un membre qui est hémiplégique, un membre supérieur qui est posé sur un robot qui permet justement de diriger la main pour aller chercher une pomme sur un écran en face. Notamment, ça peut être un retour très important. On parle de thérapie miroir, on parle de pas mal de choses. Est-ce que vous voyez d'un bon œil justement l'arrivée justement de cette robotisation en ergothérapie, en orthophonie, en psychomotricité, en kinésithérapie? Oui, on avait vu des centres dotés d'appareils, de robots de dernier cri au Maroc. Il y a pas mal de centres privés dédiés justement à la rééducation dans les grandes villes, pas à Agadir pour le moment, mais à Marrakech, à Casa, qui sont dotés de dernier cri, de génération de robots. Mais je vous rejoins dans la réflexion. Il ne suffit pas d'amener un robot parce que dans un pays ou un autre, ça a réussi, parce qu'il y a des gens qui savent le manipuler et le robot, il ne travaille pas lui-même, c'est pas un cerveau humain, donc c'est l'humain qui doit faire travailler ce robot. Donc, on doit former nos rééducateurs, nos kinésithérapeutes, nos MPR à ces nouvelles technologies. Pourquoi pas? Si ça vient au Maroc, ça ne fera que du bien pour nos patients. Professeur Mujadri. Oui, bien sûr, quelle que soit bien sûr la technologie, elle est là pour bien sûr aider aussi bien le praticien que le malade, effectivement. Donc, il faut simplement le manipuler dans le bon sens et bien sûr ne pas oublier chaque fois, parce que le traitement médical ou bien le traitement chirurgical ou bien la rééducation, il faut toujours l'humaniser. Même si, par exemple, on a un robot, on a une machine qui peut faire le tout, d'accord, qui peut aider ce patient, ne pas oublier toujours ce lien d'amitié entre, bien sûr, le médecin traitant, ou bien le rééducateur, et bien sûr, le malade. Donc, il ne faut pas simplement laisser le patient, bien sûr, à la machine. Si à la machine de faire, effectivement, il va faire. Mais attention, ne pas oublier, bien sûr, toujours d'humaniser, quel que soit, bien sûr, le type de traitement. Merci. Donc, on a centralisé un petit peu nos discussions sur la récupération physique, ou en tout cas sur la rééducation physique, mais sur le plan cognitif. J'ai par exemple ici une question de Nina Jeanne qui dit: quel est l'impact de l'AVC sur l'identité du patient? Professeur Adali. C'est toute une histoire, n'est-ce pas? Philosophique. Le cognitif, c'est l'identité. Hein. Il y a tout ce qui est démence vasculaire. Ça, c'est un grand chapitre des démences. Démence, ça veut dire une atteinte de la mémoire des fonctions supérieures, à l'instar de la maladie d'Alzheimer, mais qui n'est pas causée par la maladie d'Alzheimer, qui est causée par un accident vasculaire cérébral dans une zone stratégique cognitive de la mémoire, que ce soit dans le lobe temporal, que ce soit dans les noyaux centraux, ou bien la répétition d'accidents vasculaires cérébro-ischémiques. Et c'est ça le plus grave, c'est que le malade il fait plusieurs AVC, il n'en est même pas conscient à un certain moment, et à la longue, il fait une démence vasculaire. Comme j'ai dit tout à l'heure, à part ce chapitre-là de séquelles à long terme ou à moyen terme de démence vasculaire, il y a tout ce qui est atteinte aiguë aussi, des fonctions supérieures. Donc, on a les héminégligences, les amnésies, les aphasies, les acalculies, donc tout un chapitre cognitif. Et sur l'identité, il y a certaines personnes qui, c'est pas une confusion, c'est juste une aphasie fluente de type Wernicke et que le malade, il dit tout et n'importe quoi. Et là, il est pris comme une perte d'identité, peut-être, si j'ai bien compris la question. Il y a des malades qui, du jour au lendemain, perdent
la parole d'une manière totale, ils pleurent en essayant de débaucher le mot. Et donc, ça, c'est tout ce qui est aussi séquelles psychologiques. Donc, ça revient à une identité en quelque sorte. Mais c'est à long terme qu'on voit l'impact sur l'identité du malade, pour moi, à travers les démences. Je ne sais pas si j'ai bien saisi le sens de la question, mais elle me paraît une question philosophique, en tout cas pertinente. Merci. Professeur Mjaté, je vais vous poser une dernière question. On parle des orthophonistes qui travaillent en collaboration très étroite avec les neurochirurgiens lors de l'intervention chirurgicale. Si vous voyez ce que je veux dire, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Ça, bien sûr, il est en train de se développer chez nous au Maroc, soit à Rabat, soit à Casa, soit à Marrakech, ce qu'on appelle la chirurgie éveillée. Donc, on essaie bien sûr d'anesthésier le patient. Une fois bien sûr qu'on a fait une incision au niveau de la peau, on a enlevé l'os, on ouvre la durée à ce moment-là et on peut réveiller le malade à ce moment-là et on discute avec lui. Et bien sûr, ici, à ce moment-là, vient le rôle bien sûr de l'orthophoniste, bien sûr, à ne pas oublier nos collègues neurologues, neuropsychiatres, bien sûr, qui assistent avec nous. Et chaque fois, bien sûr, qu'on travaille au sein du cerveau, le neurologue ou bien l'orthophoniste ou bien le psychiatre, il essaie bien sûr de parler au patient, de communiquer avec lui. Et chaque fois, bien sûr, qu'il y a un retard de réponse, bien sûr, chaque fois que eux, ils constatent une anomalie, à ce moment-là, on arrête. Et on essaie bien sûr de dessiner une cartographie thérapeutique ou bien opératoire au niveau du cerveau de patient et on essaie d'enlever le maximum sans nuire bien sûr au patient, sans bien sûr lui incorporer un déficit neurologique, soit au niveau de langage, soit au niveau moteur. Oui, écoutez, c'est très important. Professeur Adeli, oui, allez-y. Sur l'expérience qu'on a fait à Marrakech, professeur Al-Mjaté et l'équipe de professeur Aït Ben Ali, dans le temps, avec l'équipe de neurologie, professeur Kissani, dans la première chirurgie éveillée, effectivement, qui a été faite à Marrakech, et les deux équipes ont collaboré avec les orthophonistes, effectivement, et avec les neuropsychologues pour la première chirurgie éveillée. C'était un très bon souvenir de collaboration pluridisciplinaire dans cette matière-là. Je vous remercie d'avoir éveillé le souvenir, un bon souvenir en tout cas, d'une collaboration multidisciplinaire réussie. Eh bien, bravo, bravo. Écoutez, moi, je continuerai des heures et des heures avec vous parce que j'aimerais en apprendre encore plus. Je pense que tous les participants posent encore des questions et on ne peut pas répondre à toutes les questions, malheureusement. Il faut absolument, à un moment donné, s'arrêter. Donc, on va essayer de clôturer maintenant en vous remerciant, professeur Adeli, professeur Mjaté, de votre participation et de votre éclaircissement, justement, de ce jeu de problème qui est très important concernant les AVC. Et on continue toujours à réfléchir un petit peu là-dessus pour une prochaine peut-être interrogation qu'on pourrait faire une fois que cette pandémie sera passée, peut-être la faire en présentiel comme vous l'avez demandé, ça serait une très très bonne chose et faire peut-être une journée autour de ce genre de problème. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. J'invite tous les participants à garder un contact avec nous et de s'intéresser à ce genre de problème, notamment la rééducation après AVC, qui semble un traitement à part entière, comme l'ont exprimé nos deux professeurs. Merci beaucoup. Merci à vous et à la prochaine, j'espère. À très très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à tous nos participants qui nous ont accompagnés. À toute l'audience. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.